J'ai maintenant le grand plaisir d'accueillir notre conférencier du jour. Le professeur André Meder a fait ses études et a poursuivi sa carrière académique à l'Université de Genève, mais il a été invité dans de nombreuses universités d'Europe et des Amériques. Il a été directeur de l'Observatoire de Genève et c'est peut-être sous sa houlette que cet observatoire a le plus rayonné, si je puis dire, ayant été à l'origine, entre autres choses, de réalisation d'observatoires au Chili et aux Canaries. Le professeur Meder a reçu en 2007 la médaille de l'Université de Genève, sorte de doctorat honoris causa interne, et à cette occasion, on a pu entendre cette laudatio. Si les exoplanètes occupent ces dernières années le devant de la scène médiatique, il faut savoir que la renommée internationale du département d'astronomie de l'UNIGE s'étend à bien d'autres domaines. Et parmi les stars astrophysiciennes de l'UNIGE, le professeur André Meder occupe une place de choix. Ses travaux de recherche permettent de comprendre l'histoire profonde de l'origine de l'humanité, puisque tous les éléments chimiques qui nous constituent ont été créés dans le cœur des générations d'étoiles qui ont précédé notre Soleil dans l'évolution de l'univers, faisant ainsi de nous les descendants des étoiles passées. En outre, c'est une des grandes victoires de la science astronomique et physique du XXe siècle que d'avoir compris pourquoi et comment évoluent les étoiles depuis leur collapse initial jusqu'à leur fin, parfois explosive, vers des astres compacts et extraordinaires, naines blanches, étoiles à neutrons ou trous noirs. André Meder a été un contributeur majeur de cette extraordinaire aventure scientifique. Sa réputation internationale dans le domaine de l'évolution stellaire a été récompensée par sa sélection pour donner la George Darwin Lecture of the Royal Astronomical Society en 1990. Être associé au nom de Darwin est évidemment de première importance pour un spécialiste de l'évolution. André Meder a été président de la commission Stellar Structure de l'Union astronomique internationale qui structure l'activité astronomique mondiale. Il s'agit là de la reconnaissance de la qualité de ses travaux par ses pairs des 5 continents. Nous sommes donc très honorés, mesdames et messieurs, de sa présence parmi nous aujourd'hui. Je l'en remercie et je lui cède sans tarder la parole. Merci, vous êtes trop bon. Je vous remercie, Monsieur le Président, vous me faites rougir. Bon, on baisse la lumière, comme ça on ne voit pas. Bon, bonjour mesdames, bonjour messieurs, chers amis d'Uni 3, c'est un très grand plaisir pour moi de vous parler de ce sujet des multiples conditions pour les planètes habitées, sujet qui me passionne et qui, j'espère, vous intéressera aussi. Depuis la première exoplanète trouvée en 1995 par Michel Mayor et Didier Queloz, elle s'accumule au rythme de 1 ou 2 par semaine, et aujourd'hui on en connaît environ 500, qui nous apprennent déjà beaucoup de choses. La grande question qu'il y a derrière tout ça, c'est est-ce que sur ces planètes, il pourrait y avoir de la vie telle que nous la connaissons sur Terre? C'est la question sous-jacente que tout le monde se pose. Et nous allons aborder ce sujet en voyant qu'il faut beaucoup de conditions pour que la vie apparaisse et se développe comme elle l'a fait sur Terre. Alors tout d'abord, regardons un petit peu le nombre des planètes qu'il peut y avoir dans une galaxie comme la nôtre. Ce n'est pas notre Voie lactée, on ne peut pas en sortir comme ça, mais elle ressemble. Et dans une galaxie comme la nôtre, il y a environ 200 milliards d'étoiles. Déjà beaucoup. Chaque étoile a en gros une dizaine de planètes. Les planètes sont un sous-produit, pourrait-on dire, de la formation des étoiles. Elles représentent peu de masse. L'ensemble des planètes autour du Soleil ne représente qu'1 à 2 millièmes de la masse du Soleil. Donc ça nous fait 200 milliards fois 10, ça nous fait 2000 milliards de planètes dans la galaxie. C'est un grand nombre. Alors les gens réagissent différemment à ce grand nombre. On peut être impressionné de diverses manières et le gag suivant vous montre
une manière curieuse de réagir. Cette dame dit à son mari, « Regarde tous ces millions et de millions d'étoiles. » Et puis le monsieur dit, « Eh bien, ça vous fait réaliser comme les étoiles sont insignifiantes. » Alors, d'une part, il y a beaucoup d'étoiles, mais il faut d'innombrables conditions pour que la vie apparaisse et se développe sur une planète. Il y a des conditions astronomiques, des conditions géophysiques et climatiques, et puis des conditions biologiques, il faut que la vie apparaisse et continue, et puis pour que la vie dure, qu'une civilisation comme la nôtre se poursuive, il faut aussi des conditions sociologiques. Alors, on pourrait en parler pendant des années, je vais prendre dans chacune de ces rubriques quelques éléments qui me paraissent les plus importants. Alors, disons aussi que les conditions pour la vie telles que nous la connaissons ne sont pas les mêmes si l'on considère les conditions pour que la vie sous forme de bactéries se développe. Les bactéries sont beaucoup moins exigeantes, elles peuvent exister dans des sites jusqu'à des températures de 110 degrés ou même dans des zones extrêmement froides. Donc les bactéries sont moins exigeantes que nous. Alors, commençons par les conditions astronomiques. Et une des premières, eh bien, c'est des conditions sur l'étoile autour de laquelle vont se trouver des planètes. Alors, les étoiles, elles ont des tailles qui vont de 1/100 de la masse du Soleil jusqu'à 100 fois la masse du Soleil. Vous voyez que le Soleil a un peu ce qu'on appelle une moyenne géométrique. Il est 100 fois plus grand que la plus petite et puis 100 fois plus petit que la plus grande. Alors les étoiles, dès qu'elles sont un petit peu plus grosses que le Soleil, il y a de gros problèmes pour la vie autour. Ces étoiles émettent beaucoup trop d'ultraviolets, ce qui est défavorable, et puis elles ne vivent pas aussi longtemps que le Soleil. Elles vivent quand même des fois quelques dizaines ou centaines de millions d'années, ce qui est beaucoup pour nous, mais pas suffisant au vu de ce qu'on sait du temps nécessaire pour le développement de la vie. Alors, les grosses, il y a un problème. Si elles sont plus petites, de 20% plus petites ou 30% plus petites, eh bien, il y a un problème, c'est que, paradoxalement, des étoiles plus petites que le Soleil ont des très grosses taches comme le Soleil. Vous connaissez tous les taches du Soleil. Elles sont relativement petites, mais curieusement, sur les étoiles plus petites, elles ont des très grosses taches. Et ces grosses taches, elles émettent des quantités de rayons X qui sont destructeurs pour ce qu'il y a autour. Et en plus, dans toutes les étoiles, il y en a au moins 50% qui sont doubles, donc ça nous élimine beaucoup d'étoiles, et finalement, c'est peut-être que les étoiles entre 0,9 et 1,2 masse solaire qui pourraient offrir des conditions permettant la vie en leur voisinage. Ça fait qu'il ne reste que quelques pourcents, 1 à 2% de toutes les étoiles qui se trouveraient dans ce bon domaine. Alors, il y a une autre chose qu'on a appris par les exoplanètes. J'ai dessiné ici, sur le dessin de gauche, vous avez le Soleil, le rond rouge, c'est l'orbite de la Terre autour du Soleil. On sait que c'est une ellipse, mais elle se rapproche très près d'un cercle. Mais une chose curieuse que nous ont appris les découvertes des exoplanètes, c'est que la plupart des planètes ont des excentricités considérables. Ça veut dire que c'est une ellipse assez prononcée. La moyenne des excentricités, pour tout ce qui a été trouvé, c'est 0,29. C'est énorme. Et alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que, de temps en temps, la planète est très près de son Soleil, de temps en temps, elle est très loin, donc ça fait des fluctuations climatiques énormes. Donc, ce n'est pas favorable. Et puis, en plus, quand on a des orbites elliptiques, les perturbations d'orbite entre planètes se font beaucoup plus facilement, et une planète peut être éjectée hors du système solaire, ou bien elle peut être précipitée dans son Soleil. Et donc là, ça veut dire qu'il y a une très grande fraction de ces systèmes où la vie ne semble pas possible du fait de ces excentricités fortes. Alors, il y a une très grande variété de planètes. On ne peut pas les voir comme je vais vous les montrer. C'est
c'est soit des objets du système solaire que je vais vous montrer, soit des dessins d'artistes, mais d'après les premières mesures que l'on a, tant par les mesures de vitesse Doppler que par les transits, eh bien, on se rend compte qu'il doit y avoir une très grande variété de planètes. Alors, je vous l'illustre par quelques images. Il y a certainement des astres qui ont un volcanisme extrême. Dans le système solaire, il y a Io, satellite de Jupiter, qui nous donne l'exemple. Il a des volcans qui crachent à 200 km d'altitude. Et la surface est continuellement remodelée par le volcanisme. Alors, d'où vient le volcanisme de Io? Je ne vais pas entrer dans trop de détails, mais c'est les effets de marée de Jupiter et des autres satellites qui, en quelque sorte, déforment Io et le pétrissent, l'échauffent, et c'est ça qui est la source de ce volcanisme sur Io. Donc il doit y avoir des cas comme ça. Alors il y a des planètes géantes gazeuses comme Jupiter, donc là il n'y a pas de croûte solide sur laquelle, ni d'étendue liquide. Il y a des planètes entièrement, ou des astres entièrement glacés. Dans le système solaire, on en connaît. Eh bien, c'est typiquement Europa, satellite de Jupiter, qui est couvert d'une carapace de glace. Qu'est-ce qu'il y a encore comme variété? Eh bien, il y a beaucoup de planètes qui vont être trop proches de leur Soleil. Et donc, elles seront rôties. Hein, comme sur Terre, Mercure, du côté ensoleillé de Mercure, il fait 200 degrés. Alors, il doit bien avoir des fois aussi des terres comme la nôtre. Et puis, un cas qui doit se présenter très très souvent, c'est le cas de planètes océans. C'est-à-dire que des planètes où il y a beaucoup plus d'eau que sur la Terre. On pense que ça, c'est un des cas, on en a déjà trouvé, des cas comme ça. Et les simulations numériques qui sont faites montrent que ça doit se produire très souvent. Avec des planètes qui ont beaucoup, beaucoup plus d'eau que la Terre, ça veut dire qu'il n'y a pas de terre émergée. Alors ça n'empêche pas la vie, mais c'est une vie aquatique. Et ça, c'est probablement un cas assez important. Ça nous amène un petit peu à regarder comment le système solaire s'est formé. Très brièvement, le système solaire et le Soleil se sont formés par contraction d'un grand nuage de gaz. Comme il y avait des petits mouvements de part et d'autre, en se contractant, ces mouvements se sont accentués et ont donné une rotation d'ensemble et la formation d'un disque qui est illustré ici. Et puis dans ce disque, il y avait des endroits qui étaient un peu plus denses, où il y avait un peu plus de matière qu'ailleurs, et en tournant autour du centre, ils ont balayé l'espace et ces zones se sont agrandies et ont fini par donner les planètes. Donc l'espace a été progressivement, disons, balayé. C'est la théorie qu'on appelle la théorie d'accumulation. C'est comme ça qu'on pense que se sont faits les planètes. C'est par accumulation de petits fragments et d'objets qui traînaient dans le disque initial. Très bien, c'est très joli ça. Mais ça nous montre une chose extrêmement intéressante. C'est que au début, le Soleil initial, ça brillait dans ce disque, et le rayonnement du Soleil a chassé les gaz vers l'extérieur. Le rayonnement, vous le savez, ou vous ne le savez pas, je vous le dis, le rayonnement, il arrive très facilement à pousser des gaz, mais il n'arrive pas beaucoup à pousser des cailloux. Hein. Donc les gaz, l'hydrogène et l'hélium, ont été poussés vers l'extérieur, et puis seuls sont restés à l'intérieur des métaux, des éléments réfractaires, etc. Et c'est pour ça qu'à l'extérieur du système solaire, on a les planètes géantes gazeuses, comme Jupiter et Saturne, et puis que les planètes telluriques, comme la Terre, Mars, Vénus, Mercure, sont à l'intérieur du système solaire. C'est parce qu'il y a eu ce triage par le rayonnement. Alors, il y a une question qui se pose là. La Terre, à l'endroit où elle s'est formée, les gaz étaient chassés, donc c'est pour ça qu'il y a la Terre solide. Mais comment s'est fait l'atmosphère? D'où vient l'eau qu'il y a sur Terre? Il n'y avait plus d'eau, tout avait été chassé. Donc d'où vient l'eau sur Terre? C'est une énorme question, ça. Et
tant les observations que l'on peut faire que les calculs nous apprennent que l'eau sur Terre, qui est essentielle, eh bien, elle est venue par des bombardements d'astéroïdes une fois que la Terre était déjà formée. C'est des astéroïdes qui ont frappé la Terre, il y en a eu beaucoup, et qui ont apporté l'eau sur Terre. Et l'eau sur Terre, quand vous regardez une map monde, vous voyez que les océans ils couvrent toute la Terre, mais en fait, il y a très peu d'eau sur Terre. L'ensemble des océans, il fait 2/10 millièmes de la masse de la Terre. Il y a très très peu d'eau. Heureusement pour nous, s'il y en avait plus, eh bien, il n'y aurait peut-être pas de terre émergée. Et c'est probablement ce qui se passe dans de nombreux systèmes. Donc vous voyez, là, il y a un réglage, une fois de plus, il y a un réglage assez fin. On a eu de la chance qu'il y ait cette quantité d'eau. Et bon, s'il n'y avait pas eu cette chance, on ne serait pas là, tout simplement. Mais vous voyez, c'est des conditions astronomiques qui se sont réalisées et qui ne sont pas toujours très évidentes. Alors des systèmes planétaires, des systèmes solaires en formation, le télescope spatial de Hubble en a observé beaucoup. Vous avez ici quelques images prises dans la nébuleuse d'Orion. Vous voyez une étoile, on sait que c'est des étoiles en train de se former, elles présentent un disque, et bien là-dedans, il va naître un système planétaire un peu comme autour de notre Soleil, dans ces divers systèmes. On en observe beaucoup, donc c'est une chose qui se poursuit, il n'y a pas de problème. Alors, une atmosphère, il faut l'acquérir, donc je vous ai dit par des astéroïdes qui apportent l'eau, mais aussi des éléments comme l'azote, le CO2, etc. Et on pense que, comme je vous l'ai dit, que c'est des astéroïdes qui ont apporté ces éléments. Alors une atmosphère, il ne suffit pas de l'avoir, encore faut-il la garder. Alors, on a des exemples très intéressants. La planète Mars, eh bien, a une masse plus petite, une masse de 11% de la masse de la Terre, et sa gravité n'a pas été suffisante pour garder l'atmosphère martienne qui, petit à petit, au bout d'1 milliard d'années environ, elle s'est dissipée. Et aujourd'hui, la pression sur Mars, elle est faible, elle n'est plus que de un peu moins que 1%. Et puis, vous avez le cas inverse, des grosses planètes comme Jupiter, qui ont une gravité très forte et qui ont gardé tous les gaz. Ils arrivent à les retenir. Dans une atmosphère, on a une bataille entre la gravité qui retient, et on le sait, nous, on est capable de tomber par terre, et puis les gaz, eh bien, il y a l'agitation produite par le rayonnement qui les fait partir. Donc, il y a une bataille entre ces deux effets. Et sur Jupiter, eh bien, la gravité est si forte qu'elle peut tout retenir, y compris l'hydrogène. La Terre est dans une situation intéressante, une fois de plus, en ce sens qu'elle a une masse assez grande pour avoir retenu l'oxygène et l'azote, tant mieux pour nous, mais elle a une masse assez petite pour avoir perdu presque tout l'hydrogène et l'hélium, qui sont partis. Heureusement, parce que sinon, s'ils avaient gardé tout l'hydrogène, eh bien, on aurait des hydrocarbures saturés, ça ne nous arrangerait pas trop. Donc la Terre est entre ces deux cas. D'un côté, mettons Mars, et puis de l'autre côté, Jupiter. On a aussi le cas de la Lune. Typiquement, la Lune est petite, elle n'a pas d'atmosphère. Si aujourd'hui, on voulait remettre une atmosphère sur la Lune, ça serait complètement idiot, parce qu'une année ou deux après, tout serait parti dans l'espace. La gravité de la Lune n'est pas suffisante pour retenir une atmosphère. Alors, parlons un tout petit peu de Mars et de la question de l'eau de Mars, de l'eau qu'il peut y avoir sur Mars. Alors, il y a de l'eau sur Mars, comme vous le voyez sur l'image amusante suivante. Bon, on ne va pas en rester là. Il y a des traces un tout petit peu plus scientifiques que la précédente.
il y a des images qui ont été prises par les sondes marinaires il y a déjà très longtemps. Là, celle de gauche en haut, on voit les traces de grands écoulements, ces espèces de virgules de diverses tailles montrent qu'il y a eu de l'eau et des grands écoulements. Au pôle nord de Mars, sur l'image de droite en haut, on voit encore bien la calotte polaire qui, dans les régions les plus épaisses, a encore plus d'1 kilomètre d'épais. Mars Express a trouvé un petit glacier dans un cratère près du pôle aussi. C'est une image de synthèse qui donne cette apparence un peu bizarre à ce glacier. Et puis il y a un truc assez rigolo, dirons-nous, c'est le Phoenix Lander qui s'est posé le 25 mai sur la glace du pôle nord de Mars. En tombant, il y avait un système de freinage qui a un peu chauffé le sol. Et puis en tombant sur le sol, ça a fondu la glace et ça a fait des éclaboussures que les gens de la NASA ne s'attendaient pas à trouver sur les montants de la sonde et qu'on voit très bien ici. C'est des projections de glace et d'eau qui ont... Là, ça a l'air d'avoir regelé après les projections. Et aujourd'hui, on pense que si on prenait toute l'eau qui reste dans les calottes, etc., on pourrait recouvrir Mars d'une épaisseur d'environ 9 mètres. Donc il en reste un peu quand même. Et on a des évidences qui s'accumulent. Il y a beaucoup d'autres évidences qu'il y a eu des océans sur Mars. Et alors, une des grandes questions de l'exploration martienne, c'est la toute grande question des 20 ou 25 ou 30 prochaines années, c'est la question numéro 1 de la NASA, de l'ESA, etc., c'est la suivante. Est-ce qu'avant que Mars ne perde son atmosphère, est-ce qu'il y a eu le temps pour une vie, sous forme de bactéries par exemple, qui a pu démarrer? Puis après, ça s'est arrêté vu la perte de l'atmosphère. C'est la grande question. Quand vous lirez des articles sur Mars, etc., sur les prochaines missions spatiales, c'est toujours ça qui reviendra finalement. Est-ce que dans le sol, à une certaine profondeur, parce que tout a été grillé par le rayonnement en surface, à 3-4 mètres de profond, est-ce qu'on va retrouver des bactéries qui auraient pu, ou des fossiles de bactéries qui auraient pu se développer? Alors, pour les planètes, il ne faut pas qu'elles soient... J'ai parlé de leur taille, j'ai parlé de l'eau, j'ai parlé de leur taille pour garder de l'atmosphère. Il y a encore un paramètre extrêmement important, il faut qu'elles soient ni trop près, ni trop loin de leur Soleil. Hein, c'est évident. Et donc, on parle d'une zone habitable. Là, il y a un tout petit dessin du système solaire. Eh bien, la zone habitable, par exemple, dans notre système solaire, en gros, disons, c'est la zone où on aurait des températures entre 0 et 60 degrés. Hein. Prenons ça comme point de départ. Elle est extrêmement étroite au voisinage de l'orbite terrestre. Disons, à la moitié entre l'orbite de la Terre et Mars, c'est déjà fini, puis à la moitié entre l'orbite de la Terre et Vénus, c'est déjà plus possible. Donc c'est une toute petite zone dans le système solaire où on trouvera sur une planète, la Terre en l'occurrence, de l'eau à l'état liquide. Et donc il y a cette zone habitable qui est relativement limitée, et en plus il y a un gros problème, c'est qu'avec le temps, le Soleil devient plus brillant, et cette zone, elle s'amincit et s'éloigne. Et donc une planète, à un moment donné, elle peut ne plus être contenue dans la zone habitable. C'est ce qui va malheureusement arriver pour la Terre, mais on a le temps, hein, d'ici 1,5 milliard d'années. La Terre ne sera plus dans la zone habitable qui se sera légèrement déplacée. Mais pour le moment, il n'y a pas de problème. On va bientôt conclure sur les effets astronomiques, mais il y en a encore un dont je veux vous parler, c'est les bombardements d'astéroïdes. C'est un effet qui est important, qui a joué un très grand rôle dans l'évolution de la vie sur Terre. Lorsqu'on regarde la Lune, elle est, comme on le voit ici sur cette image, cette espèce de truc là à droite à 3 heures, c'est
une antenne de la sonde, c'est rien de spécial. Mais la Lune est parsemée d'impacts et il faut réaliser que la Terre, elle en a eu encore beaucoup plus. La Terre, elle a 81 fois la masse de la Lune. Donc elle a attiré beaucoup plus d'impacts. Et comme elle est plus grosse, les astéroïdes seront tombés encore beaucoup plus vite que sur la Lune et auront fait des dégâts bien pires que là. Alors ces bombardements ont été très forts au début de la vie du système solaire. Il y a encore eu des impacts extrêmement gros il y a 3,8 milliards d'années. On pense qu'à ce moment-là, il y a eu une accumulation d'impacts, on le voit d'après l'âge des cratères de la Lune, qui a été énorme. On pense que sur chaque mètre carré de la Terre, il est tombé plus de 1000 tonnes de rochers. Donc ça fait plusieurs centaines de mètres. Et donc une partie de nos sols viennent de là. Et c'est probablement à ce moment-là qu'une grande partie de l'eau a été apportée. C'est ce qu'on appelle le grand bombardement tardif. Alors, si je vous disais que nous devons la vie sur Terre à Jupiter, vous me direz, mais qu'est-ce qu'il nous raconte, celui-là, c'est ce qui se prend pour un astrologue, etc. Eh bien, c'est vrai, Jupiter joue un très grand rôle par le fait suivant. Jupiter a une très grosse masse et il attire beaucoup d'astéroïdes qui lui tombent dessus. Il a 300 fois la masse de la Terre et il capte énormément d'astéroïdes et de comètes. Et on en a vu tomber. La comète Shoemaker-Levy en 1996 est tombée sur Jupiter. Elle a fait des ricochets d'ailleurs. Eh bien, s'il n'y avait pas Jupiter et Saturne, qui est moins importante, eh bien, on aurait à peu près 10 000 fois plus d'impact sur Terre. Ça veut dire que tous les 100 ans, en gros, on aurait un hiver nucléaire de plusieurs années. Et donc, heureusement qu'il y a cette espèce de paratonnerre qui nous protège et balaye un peu l'espace, sinon nous en aurions beaucoup plus. Bon, il tombe chaque année environ 30 000 tonnes de poussière et de débris venus de l'espace. C'est pas énorme, 30 000 tonnes. Se répartit sur toute la surface. On pense que le plus gros qui tombe chaque année a environ quelques mètres. Et puis tous les 100 ans, c'est un de quelques dizaines de mètres. Et puis tous les 10 000 ans, c'est un de quelques centaines de mètres. Donc, mais si c'était 10 000 fois plus, ça serait très ennuyeux. Donc, vous voyez comme les choses sont liées. C'est tout souvent très intéressant. Ben là, je vous montre le météore cratère qui a été formé il y a 50 000 ans dans l'Arizona. Peut-être beaucoup de gens parmi vous l'ont sans doute vu. C'est assez étonnant. C'est un monsieur, d'ailleurs, c'est rigolo. C'est un monsieur qui avait acheté, Barringer, qui avait acheté au 19e siècle ce coin-là pour exploiter l'astéroïde ferreux qui s'était planté dans le sol. Mais il était un peu trop profond et c'était difficile, et il trouve plus facile aujourd'hui d'exploiter les touristes. Alors, ça c'est une image de synthèse. Il y a eu au début de la vie de la Terre beaucoup d'impacts énormes, et l'énergie dans ces impacts était souvent suffisante pour pratiquement provoquer l'évaporation des océans. Alors vous imaginez la pluie après. Donc la Terre a été pratiquement stérilisée et ça s'est produit plusieurs fois dans les premières centaines de millions d'années. Aujourd'hui encore, ici j'ai reporté en jaune le Soleil, l'orbite de la Terre. Eh bien, il y a encore beaucoup d'astéroïdes qui croisent l'orbite de la Terre. On en compte plus de 2000 de 1 km qui croisent régulièrement l'orbite de la Terre. Et actuellement, alors c'est une bonne nouvelle, depuis un certain nombre d'années, tant des instituts américains, italiens et d'autres en Europe suivent les astéroïdes de très près pour faire une détection avancée. Alors voilà, je ne vais pas aller plus loin, j'en ai déjà beaucoup parlé, des conditions astrophysiques. Venons un tout petit peu sur les conditions climatiques ou climatologiques. Et je vais parler surtout des volcans.
Alors, les volcans sont très dangereux. Tout le monde connaît les dangers produits par les volcans. Le cas du Toba est intéressant. Il semble que, d'après les analyses génétiques des populations, il semble que la population terrestre, il y a environ 70 000 ans, a été réduite à quelques milliers d'individus, alors qu'il y en avait nettement plus avant. Et les études qui ont été faites montrent que c'est probablement une explosion monstrueuse qu'il y a eu en Indonésie, le Toba, il y a 70 000 ans. On retrouve des couches de cendres d'une épaisseur d'1 mètre jusqu'en Inde, etc. Et ça a provoqué un hiver de plusieurs années sur la Terre qui a été destructeur pour la végétation. Mais ce n'est pas tellement pour vous raconter les dangers des volcans, je veux surtout vous montrer les côtés utiles du volcanisme et de la tectonique des plaques. La première chose, c'est que la tectonique des plaques, eh bien, c'est elle qui fait les montagnes et les terres émergées. Si on n'avait pas ces mouvements internes de la Terre, eh bien, on n'aurait pas de terre émergée. Donc ça nous rend quand même service. Hein? Et d'où vient quel est le moteur de ce chauffage interne? Alors, il y a une partie de la chaleur qui est une chaleur initiale quand la Terre s'est formée, mais une partie très importante, c'est la radioactivité naturelle qui chauffe l'intérieur de la Terre. Et cette chaleur, il faut qu'elle sorte. Elle sort comment? Par la tectonique des plaques, qui fait des mouvements, et par le volcanisme. Alors, terre émergée. Puis il y a encore d'autres effets très importants, noyau de fer, je vais en parler brièvement. Lorsque la Terre s'est formée, il y avait cette chaleur due notamment à la radioactivité naturelle qui a fait fondre les roches et fondre le fer. Et le fer qui est plus dense est parti au centre et a formé un noyau de fer au centre de la Terre. Et ce noyau de fer, il nous sauve la vie. Pourquoi? Parce qu'à ce noyau de fer est associé un champ magnétique qui entoure la Terre, à l'extérieur aussi, et qui nous protège des flux de particules, des électrons, des protons, qui autrement arriveraient sur Terre et nous tueraient très rapidement. Et donc là, tout ça, c'est parce que le centre de la Terre a fondu et puis a pu former un noyau de fer qui protège la vie et l'atmosphère de la Terre. Donc ça, c'est très important. Il y a le cycle du CO2 aussi, et là aussi, de nouveau, c'est le volcanisme qui est le moteur d'un cycle responsable de l'équilibre climatique de la Terre sur le long terme. Je vous explique rapidement. Ce cycle du CO2 fonctionne comme ça. Les volcans crachent du CO2. Ce CO2 part dans l'atmosphère et dans les brouillards, dans les pluies, il va former de l'acide carbonique qui va se mêler avec l'eau. Lorsque les pluies tombent, ça va lessiver les roches et emporter des ions de calcium, etc. Et tout ceci va se déposer au fond des océans sous forme de carbonate de calcium. Et puis, la tectonique des plaques, elle va prendre tout ça, une partie, elle va l'enfouir dans le sol, mais une petite partie aussi va repartir dans les volcans. Et en chauffant ce carbonate de calcium, en chauffant du calcaire, eh bien, il y a le CO2 qui va ressortir, et puis ça ressort dans les cheminées volcaniques. Donc on a une boucle. Très bien. Disons une chose, sans le volcanisme, eh bien, tout le CO2 de l'atmosphère disparaîtrait en 400 000 ans. Ça serait gravissime, parce que nous aurions une température de moins 30 sur Terre, et nous serions glacés. Donc, l'effet de serre du CO2, qui est aujourd'hui l'ennemi public numéro 1, nous a aussi sauvé la vie dans le passé et nous la sauve encore. Mais évidemment, on en remet trop aujourd'hui. Inversement, si on prenait tous les carbonates qui sont dans le Jura, dans le Salève et dans la croûte terrestre, eh bien, et qu'on les chauffait, eh bien, et qu'on remettait tout ça dans l'atmosphère, on augmenterait la teneur en CO2 de 170 000 fois et on aurait une atmosphère comme sur Vénus avec une température de 460 degrés. Donc c'est pour dire que c'est important. Le point très intéressant, à mon avis, c'est que ce cycle du CO2, il fonctionne comme un thermostat.
un merveilleux thermostat qui nous a sauvé la mise à un très grand nombre de fois. Pourquoi? Imaginez que la Terre est une boule glacée. Qu'est-ce qui va se passer? Les volcans ils vont continuer à mettre du CO2 dans l'atmosphère. Donc ça va réchauffer par effet de serre l'atmosphère. Le CO2 ne va pas se recycler puisque la Terre est glacée. Donc la glace va fondre. Donc si c'est glacé, la période glaciaire va être supprimée, va disparaître. Inversement, supposez qu'il fait trop chaud, qu'il y a beaucoup trop de CO2 dans l'atmosphère, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, les réactions chimiques vont être beaucoup plus efficaces avec la température élevée, et il y aura beaucoup plus de carbonates qui vont se déposer au fond des océans et être soustraits à l'atmosphère. Donc, l'effet de serre diminuera et la Terre se rafraîchira. Alors ça, c'est merveilleux comme effet. Malheureusement, il faut beaucoup de temps pour que ça agisse. Et le CO2 que nous remettons, notre société remet dans l'atmosphère, eh bien, n'arrivera pas à être recyclé très rapidement par ça. Ça fonctionne sur quelques millions d'années. Et donc, il n'y a pas de problème. Tout le CO2 qu'on met dans quelques millions d'années, il aura été résorbé par ce cycle. Mais ça ne fait pas notre affaire à courte échelle de temps. Mais vous voyez, sur le long terme, c'est un cycle extraordinaire. Mais nous remettons maintenant du CO2 beaucoup, beaucoup trop rapidement pour que ce cycle arrive à régler ce problème en 100 ans ou en 200 ans. Alors, voilà ce que je voulais dire sur les conditions géophysiques et climatiques. Venons-en un tout petit peu maintenant à l'origine de la vie, parce qu'il y a aussi des conditions biologiques. Alors, il y a eu beaucoup de théories sur l'origine de la vie, c'est un sujet immense en soi. Et un des sites qui est privilégié aujourd'hui, c'est ce qu'on appelle les cheminées hydrothermales au fond des océans. Vous savez qu'au fond, par exemple, au milieu de l'Atlantique, on a ce qu'on appelle la dorsale médio-atlantique. Il y a des chaînes de volcans sous-marins avec des cheminées, comme celle illustrée ici, qu'on appelle parfois des fumeurs noirs, et qui sont des sites extrêmement intéressants. Alors, on a d'abord, quand ces fumeurs noirs ont été trouvés il y a 25 ans environ, on a pensé que ça, c'était le site de la vie. Mais ces cheminées sont acides, elles sont beaucoup trop chaudes, à environ 400 degrés, elles ne sont pas très favorables. Mais un autre type de cheminée a été trouvé, le type Lost City. Vous voyez sur la carte de gauche, il y a une croix, une étoile rouge, et c'est là il est un tout petit peu en dehors de la dorsale, et donc moins chaud. Et de manière très intéressante, ces cheminées font près de 60 mètres de haut. Il y a de l'hydrogène à l'intérieur, ce qui est extrêmement favorable pour des réactions avec le CO2 et qui forme de nombreux composés organiques. Et actuellement, les discussions de chimie qui sont faites par divers groupes favorisent énormément ce site. Je vous recommande un excellent livre sur ce sujet de Nick Lane, il est en anglais, donc Lane, L-A-N-E, Nick, son prénom, qui s'appelle Ascending Life, qui est magnifique et qui retrace extrêmement bien tout cet aspect biologique de la naissance de la vie. Mais on pense que c'est un des sites privilégiés, sa température, et en plus c'est un milieu qui n'est pas acide, il est réducteur et donc très favorable à la formation de composés organiques. Donc ça, c'est un site très intéressant. Alors, mais ça n'est pas le seul, c'est une chose qui est encore débattue, mais néanmoins, c'est l'une des pistes les plus favorables. Alors maintenant, dans toute cette évolution de la Terre, il y a eu beaucoup de coups de chance et d'effets assez intéressants, et on va reprendre maintenant sur une image très rapidement quelques-unes des étapes majeures qui ont été déterminantes pour l'évolution et le développement de la vie sur notre planète. Alors c'est une flèche du temps, on est en haut, nous, et puis ça commence il y a 4,5 milliards d'années. Alors il y a eu le grand bombardement dont j'ai parlé au début, qui a tout stérilisé,
jusqu'à environ 3,8 milliards d'années. Donc là, il n'y a rien pu se produire. Les premières bactéries, les premiers fossiles de bactéries se trouvent déjà assez rapidement, enfin 300 millions d'années après, la fin du grand bombardement, vers 3 milliards 8. Et ça, c'est une étape absolument majeure sur laquelle beaucoup d'études sont faites. Comment c'est apparu, comment on a pu arriver à faire des bactéries qui sont déjà des organismes vivants extraordinairement complexes et capables de beaucoup de choses, et dont nous descendons. Les bactéries ont déjà l'ADN, il ne faut pas l'oublier. Et notre ADN, nous, a encore de nombreuses similitudes, des similitudes totales dans la codification, et puis des segments aussi qui sont similaires. À 3 milliards d'années, après, est apparue la photosynthèse, qui est quelque chose d'extraordinaire. La photosynthèse, c'est l'utilisation de la lumière du soleil pour casser la molécule d'eau, prendre l'oxygène, le mettre dans l'atmosphère, ça nous donne de l'air à respirer, et puis l'hydrogène, il va se combiner avec le CO2 pour faire des tissus organiques. C'était une invention absolument géniale. Alors, quelle est la probabilité de ces étapes, etc. On ne sait pas, mais on réalise que c'est des étapes absolument essentielles qui ont en plus mis l'oxygène dans l'atmosphère. Il se trouve qu'à un moment donné, vers 2,3 milliards, il y a eu un épisode glaciaire catastrophique sur Terre. La Terre a complètement gelé. Ça s'est reproduit d'ailleurs une ou deux fois encore plus tard, et je le mentionne en passant. Mais une autre étape absolument capitale, c'est l'apparition des cellules avec noyau, ce qu'on appelle les eucaryotes. Alors là aussi, il y a toutes sortes de théories sur la naissance des eucaryotes. Il semblerait que c'est une bactérie qui en a avalé une autre, ne l'a pas complètement digérée, et que cet ensemble a joui de capacités fonctionnelles qui lui ont donné un net avantage dans la suite. Mais vous voyez qu'il a fallu un temps quand même très long, 1,5 milliard d'années, jusqu'à ce que des cellules avec noyau se développent. Ensuite, les multicellulaires, la reproduction sexuée qui offre un avantage extraordinaire. Elle permet une très grande diversification des lignées, beaucoup plus que simplement la reproduction par division cellulaire. Et puis, il y a la fameuse explosion cambrienne, il y a 540 millions d'années, où il y a eu une diversification absolument extraordinaire des formes de vie. Alors, il y a plusieurs théories là aussi. Certains pensent que c'est lié au développement de l'œil, qui a changé la relation entre proie et prédateur, et que ça a stimulé une évolution extrêmement rapide, une sorte de course aux armes entre proie et prédateur, qui a conduit à une diversification absolument extraordinaire. Enfin, tout ceci, et puis après, il y a les étapes qui ont été franchies, et puis il y a les grandes extinctions qui ont marqué toute cette évolution. Ces grandes extinctions, depuis 540 000, avant on ne les connaît pas, il y en a sûrement eu beaucoup, mais depuis 500 millions d'années, eh bien on compte environ 25 extinctions majeures, où il y a tout d'un coup des disparitions importantes de la faune, probablement dans certains cas à cause d'astéroïdes, dans d'autres cas à cause de vastes épanchements volcaniques. Et la plus grande des extinctions qui s'est produite il y a environ 250 millions d'années. Le 95% des espèces marines avaient disparu. Et on pense que celle-ci a été produite par de très grands épanchements volcaniques en Sibérie qui ont formé une espèce de plateau sibérien. Et puis une autre qui est fameuse, c'est celle qui est survenue il y a 65 millions d'années, avec la disparition des dinosaures. Et là, on pense que c'est l'impact d'un astéroïde de 10 à 15 km de diamètre, qui est tombé, on sait où, dans ce qui correspond aujourd'hui à la presqu'île du Yucatan
au Mexique, à moitié dans l'eau, à moitié sur terre, et on retrouve les traces du tsunami sur les bords du golfe de Mexique. Donc la vie a été marquée, une fois son développement, elle a été marquée par des grandes extinctions. Alors certaines de ces extinctions, elles ont été très malheureuses pour les espèces présentes, mais elles ont aussi été bénéfiques pour d'autres espèces. Typiquement, si les dinosaures n'avaient pas disparu, ben nous ne serions pas là. C'est un dinosaure qui vous parlerait aujourd'hui. Vous me direz, c'est peut-être le cas, hein? On est toujours pris dans ce débat sur la vie dans l'univers entre deux extrêmes, que je pourrais appeler les contingences ou les convergences. Les contingences, c'est l'idée de dire que c'est le hasard qui gouverne tout. Et ça a été le point de vue de Jacques Monod dans Le hasard et la nécessité. Le hasard détermine et domine l'évolution de la Terre. Il y a le hasard dans la génétique, il y a le hasard dans les conditions extérieures. C'est aussi le point de vue des livres de Jay Gould, que je vous recommande, c'est des livres magnifiques de Jay Gould, mais Jay Gould dit que si on rejouait toute l'histoire de la Terre depuis 500 millions d'années, il n'y a aucune chance qu'on arrive au même résultat. C'est l'opinion de Jay Gould. Donc ça, c'est la vision contingence. Ward et Brownlee aussi. Et tout ce courant, c'est l'idée qu'on appelle en anglais rare earth, c'est l'idée que la Terre est soit unique, soit extraordinairement rare, et que le hasard domine tout. Et puis, il y a un autre point de vue opposé, c'est le point de vue des convergences. C'est de dire, ben, les lois physiques sont partout les mêmes, il y aura des planètes autour de toutes les étoiles, certaines seront loin, certaines seront près, il y en a sûrement à la bonne distance, donc il n'y a pas de raison que ce ne soit pas comme chez nous. Et puis en biologie, il y a des biologistes fameux comme Conway Morris qui ont montré la convergence dans certains développements de l'œil notamment. Alors on bascule toujours entre ces deux extrêmes. Et à mon avis, très modestement, je pense que, de mon point de vue, la vision la plus équilibrée entre ces deux extrêmes, c'est celle donnée par Christian de Duve, qui est un prix Nobel de médecine et de physiologie, un Belge, qui dit la chose suivante. Eh bien, l'évolution biologique est marquée par la convergence. Dans une situation donnée, la sélection naturelle va conduire à la solution optimale. Donc, elle va être bien définie et on va converger vers quelque chose. Mais les changements environnementaux, les catastrophes volcaniques, astéroïdes, elles sont déterminées par le hasard. Mais elles peuvent survenir à n'importe quel moment. Donc finalement, le hasard des changements environnementaux va conduire quand même à des situations très différentes, même si, dans un contexte donné, la biologie peut opérer une certaine convergence. C'est un débat assez intéressant, et je vous recommande le livre de Christian de Duve, Singularité, qui est apparu en 2005 et qui est très intéressant. Alors on bascule toujours là-dedans. On apprend encore d'autres choses, c'est que on pense toujours que l'évolution va uniquement vers la complexité. Elle va aussi des fois vers la simplification. Les deux sont possibles. Et il ne faut pas oublier qu'aujourd'hui encore, l'essentiel de la biomasse sur Terre eh bien, est sous forme de bactéries. Alors la biodiversité, on en parle beaucoup aujourd'hui, mais elle a été un avantage énorme. S'il n'y avait pas eu des formes de vie variées sur Terre, au moment où il arrive un astéroïde ou une autre catastrophe, eh bien, la vie n'aurait pas pu se prolonger. C'est parce qu'il y avait une variété que la vie a pu être portée plus loin. Et les mammifères, ils existaient déjà depuis la naissance, en même temps que les dinosaures, ils sont apparus, mais ils étaient ils étaient minorisés, les dinosaures tenaient le haut du pavé, les mammifères, c'était des sortes de petits rongeurs dans des trous. Et puis, quand les dinosaures ont disparu, ben, ils ont eu leur chance. Alors aujourd'hui, on peut penser que l'intelligence humaine devrait être utile à la survie. Elle a beaucoup aidé, elle a aidé merveilleusement au développement de l'Homo sapiens, mais n'oublions pas que des espèces comme les oiseaux ou les dinosaures, ils ont vécu 180 millions d'années,
en étant moins intelligents que nous. Est-ce que nous ferons aussi bien? On ne sait pas. D'autant plus que notre société actuellement provoque une grande extinction, comparable aux grandes extinctions. On a déjà fait disparaître au XXe siècle plus de 20 000 espèces d'animaux. Donc l'intelligence, suivant comment elle est employée, elle pourrait être aussi, à un certain stade, malheureusement, elle pourrait être nuisible à la survie. On sait que par le total des armes nucléaires au moment de la guerre froide était équivalent à 3 tonnes de TNT par habitant de la Terre. Bébé compris, tout compris, 3 tonnes de TNT, alors que 100 grammes font déjà sauter un immeuble. Hein? Donc là, ce n'était pas un très bon exemple d'utilisation de l'intelligence humaine. Alors, j'arrive au bout de cette conférence. Dans toute cette question, on se pose si la vie existe ailleurs. On a beaucoup de planètes, puis on a beaucoup de conditions. Et puis dans ces conditions, il y a aussi la durée de vie d'une société. Et le résultat, on ne sait pas très bien ce que va donner le produit de tous ces facteurs, mais on peut imaginer que l'homme qui s'est développé, ça c'est un gag, eh bien on va voir comment il continue. L'homo ordinatorius, n'est-ce pas? On ne sait pas comment sera cette évolution. Ce qu'on peut dire aujourd'hui, c'est qu'une des plus grandes incertitudes, il y a beaucoup d'incertitudes biologiques, climatiques, astronomiques, mais une des grandes incertitudes, c'est la durée de vie d'une société comme la nôtre. On ne sait pas. Il y a un excellent livre de Roger Bonnet et Ludwig Volger, Surviving Thousand Centuries, qui est apparu il y a une année, et qui examine tout ce qu'il faudrait pour que notre société dure au moins 100 000 ans. Eh bien, ce n'est pas si évident que ça. Hein? Mais la conclusion est quand même optimiste. Alors, la conclusion de tout ceci, c'est que la vie extraterrestre est probable, mais elle est probable, vu toutes les conditions, elle est probablement relativement rare. Par contre, la vie bactérienne est sans doute plus fréquente. Et quel que soit le nombre d'éventuelles civilisations qu'il peut y avoir dans notre galaxie, les distances seront énormes. S'il y en avait 20 dans notre galaxie, les distances moyennes seraient de 10 000 années-lumière. S'il y en avait 20 millions, les distances moyennes seraient de 100 années-lumière. C'est énorme. Souvenez-vous qu'avec les fusées, si on voulait aller à l'étoile la plus proche, qui est à 4 années-lumière, avec les fusées Apollo, il faudrait 200 000 ans. Donc, il y a probablement de la vie ailleurs, mais ces sociétés sont sans doute isolées et séparées les unes des autres. Voilà, ça c'est la conclusion que l'on peut faire. Les distances sont monstrueuses. Alors, je vais terminer par un gag, ce dessin de Calvin et Hobbes qui dit « Parfois, je pense que le signe le plus sûr que la vie intelligente existe ailleurs dans l'univers, c'est que personne n'a essayé de nous parler. » Et puis, je termine par une deuxième conclusion positive, c'est que nous avons la chance d'avoir une merveilleuse planète qui semble rare dans l'univers. Il n'y en a probablement pas, sur 100 millions d'étoiles, il n'y en a probablement pas une qui a, au plus une qui a une planète comme ça, qui nous offre un cadre absolument extraordinaire, avec des montagnes, des paysages marins et tout. Et lorsque vous sortirez, même si le jour est gris, eh bien dites-vous que c'est un spectacle merveilleux parce que la vision du cosmos nous montre essentiellement des mondes torrides ou glacés où nous ne pourrions pas vivre. Et que la conclusion, c'est que nous avons intérêt à prendre soin de cette merveilleuse planète sur laquelle nous avons la chance de vivre et qui a eu beaucoup de conditions pour que nous y arrivions. J'ai terminé. Mesdames, Messieurs, je vous remercie beaucoup. Merci.
Merci infiniment, chers collègues. Ces applaudissements nourris en disent plus que je ne peux en dire. Merci pour cet exposé si clair sur des choses si incroyables pour le commun des mortels. Vous avez cette admirable faculté, vous autres, les astronomes, de rendre devant nous, de mettre devant nos yeux des choses qui se trouvent à des distances incroyables, de rendre absolument présentes des choses qui se sont passées à des milliards d'années. Et puis surtout, vous rendez tout à fait indubitable des choses qui sont la plupart du temps tout à fait incroyables. Et pour finir, tout cela, bactéries, eucaryotes, reproduction sexuée, explosion cambrienne, dinosaures qui disparaissent, homo sapiens qui apparaissent, tout ça est finalement très poétique. Et puis entre contingence et convergence, nos cœurs vont continuer de balancer un certain temps, ce que je suppose va provoquer quelques questions. Et nos hôtesses vont maintenant passer pour recueillir ces questions auxquelles vous voudrez bien, enfin, vous ferez une sélection des questions auxquelles vous nous répondrez. Et je rappelle donc, mesdames et messieurs, qu'après la séance de questions-réponses, il y aura un petit apéritif qui vous attend devant l'entrée. Rassurez-vous, il y aura aussi des boissons sans alcool. Merci bien.
Alors, je vous remercie de vos questions. Il y en a un grand nombre, donc je vais faire des réponses relativement courtes. Je vais commencer un peu dans l'ordre de la conférence par les étoiles. Voilà. La première question est: comment est-il possible d'évaluer l'âge d'une étoile comme notre Soleil? Alors, les étoiles, le Soleil c'est très facile, le système solaire c'est très facile, on l'a déterminé grâce aux éléments radioactifs. Les éléments radioactifs se décomposent d'une certaine manière, et en étudiant le rapport de quantité de deux éléments radioactifs, on peut connaître un âge très précis. L'âge du Soleil, on le connaît avec au moins 4 décimales. Par contre, l'âge des étoiles, eh bien ça c'est les observations astronomiques que le professeur Hawke, l'ancien président, a énormément fait, des observations photométriques qui permettent de déterminer l'âge d'une étoile lorsqu'on connaît sa température, sa lumière, et qu'elle se trouve dans un groupe. On arrive, par comparaison avec des modèles théoriques, à déterminer les âges. Une explosion cambrienne. Donc la connaissance de la luminosité et de la température d'une étoile peut être utilisée pour déterminer l'âge. Ça, c'est une chose. Différence entre planète et étoile. Alors, traditionnellement, la différence principale, c'est que les étoiles se forment par contraction d'un nuage de gaz, tandis que les planètes se forment par accumulation de petits éléments lors de leur mouvement autour d'une étoile. Et les planètes ont en général des masses inférieures à 0,5% de la masse du Soleil, alors que les étoiles sont au-dessus. Voilà, c'est la différence principale. Mais à la frontière des deux, la différence est peut-être moins nette, n'est-ce pas? Si on prend un objet qui aurait 10 fois la masse de Jupiter, est-ce que c'est une étoile, est-ce que c'est une planète? C'est une question un peu sémantique et on n'était pas là pour voir comment elle s'est formée. À la limite, la frontière est peut-être un peu floue. Que sont les météorites? Est-ce qu'il en tombe encore? Oui, donc il en tombe, j'ai dit 30 000 tonnes par année. L'essentiel, c'est des petites poussières, des graviers, des étoiles filantes. Et,
il y a des moments de l'année, en particulier autour du 11-12 août, on en voit beaucoup. Mais les gros objets, je vous ai dit, il en tombe par année, le plus gros qui tombe, il a peut-être 2 ou 3 mètres. Il y a quelques années, il y a une météorite rocheuse qui s'est désintégrée en haute atmosphère et qui était l'équivalent d'une bombe nucléaire, hein, comme force d'explosion. Mais elle n'est pas radioactive. Donc là, il en tombe continuellement. Alors, il y a toutes sortes de plusieurs questions sur les astéroïdes. Les astéroïdes ont amené l'eau. Comment? Dans des réservoirs, point d'interrogation. Comment et d'où provient cette eau? Très bonne question. En fait, les astéroïdes arrivent sous forme de roches. C'est des roches qu'on appelle hydratées. Il y a la fameuse météorite d'Orgueil qui est tombée dans le Tarn-et-Garonne, qui est tombée en France, je crois que c'est 1869, si je ne me trompe pas. Eh bien, c'est quelque chose d'assez pâteux, c'est presque un paquet de boue, il y a une petite croûte dessus, mais dedans c'est mouillé. Alors, ces astéroïdes sont tombés sur Terre sous forme de roches, il n'y avait pas de réservoir d'eau, mais l'eau, au fil des millions d'années, est sortie de ces roches lorsqu'elle a été échauffée. Voilà, donc l'eau était prise dans les roches sous forme de ce qu'on appelle de roches hydratées, comme de la serpentine ou d'autres roches, et en échauffant, cette roche s'est transformée et a dégagé son eau. Voilà, ça c'est... J'espère que je réponds correctement à vos questions. J'ai de la difficulté à comprendre comment des astéroïdes ont pu apporter sur des planètes autant d'eau. Il y en est tombé beaucoup, hein. Et la quantité d'eau, comme j'ai dit, sur Terre, elle est faible. Alors il y a les océans, c'est 2 par 10-4, 2 10 millièmes. En tenant compte ce qu'il y a dans la croûte terrestre, ça fait encore 2 fois plus, mais c'est moins d'1 millième. Donc par rapport à la masse de la Terre, c'est une petite quantité. Et il ne faut pas oublier que l'eau, c'est un composé extrêmement stable, qui se fait facilement à partir de l'hydrogène, qui est l'élément le plus abondant dans l'univers, et de l'oxygène, qui est le 3e élément le plus abondant. Donc la surprise, c'est pas... En fait, pour les astrophysiciens, la surprise, ce n'est pas tellement qu'il y ait autant d'eau, c'est pourquoi il y en a si peu sur Terre. Et il y en aurait probablement, sur beaucoup de planètes, il y en aurait probablement beaucoup plus. L'astéroïde qui doit frôler la Terre en 2029, donc c'est en avril 2029, là il semble qu'on est bon pour avril 2029, mais il repasse tout près en 2036. Peut-il avoir des conséquences sur la vie terrestre? Alors, totalement. Il peut avoir des conséquences sur la vie terrestre. Je vais peut-être répondre à une question qui n'est pas posée. Qu'est-ce qu'il faut faire s'il y a une détection faite assez tôt? Alors, bon, il y avait des idées d'envoyer une bombe atomique dessus. C'est catastrophique, parce qu'à la place de recevoir un gros impact, on va recevoir de la mitraille, et puis les dégâts seront tout aussi grands. Alors maintenant, la NASA et ceux qui travaillent là-dessus cherchent des solutions plus douces. Il faudrait le détecter très très tôt. Et peut-être qu'à ce moment, simplement l'impact d'une fusée, qui a une masse plus petite que l'astéroïde, si c'est pris très à l'avance, ça suffirait à le défléchir et à ce qu'il nous évite. Les calculs sont assez précis pour que cela puisse être estimé. Et je vous signale qu'une tentative a déjà été faite. La NASA a fait une collision, c'était en 2005, a envoyé une sonde pour impacter une comète pour voir si on y arrive. Et ils y sont très bien arrivés. Pourquoi est-ce que l'étude de l'Islande répondrait à des questions sur Mars? Et donc là, il est fait allusion à un reportage TV avec Nicolas Hulot, j'ai l'impression. Donc je ne vois pas très bien de quoi il s'agit. Ce que je peux dire, c'est que la seule chose qui me vient à l'esprit pour répondre à cette question, c'est que parmi les météorites qu'on trouve sur Terre, il y a peut-être c'est de ça qu'il s'agit, il y a des météorites qui viennent de Mars. Comment ça s'est produit? Finalement, on n'avait pas besoin d'aller chercher des cailloux on n'a pas besoin d'aller chercher des cailloux sur Mars, ils viennent tout seuls. La même chose de la Lune, il y a des roches lunaires qui sont sur la Terre, et puis on s'en est rendu compte après en avoir été cherché. C'est lorsqu'un gros astéroïde frappe Mars, ça fait des projections dans l'espace.
et certaines de ces projections sont si violentes que ces cailloux sont satellisés. Ils s'en vont dans l'espace, et puis quelques millions d'années après, ils peuvent tomber sur Terre. Donc, il y a des cailloux martiens qui sont tombés sur Terre. Alors voilà, c'est la seule chose que je peux dire là-dessus. Il y a peu d'eau sur notre planète comparé en termes de volume et non en termes de surface. C'est vrai, les océans couvrent 70% de la surface et on a l'impression qu'il n'y a que de l'eau. Mais en termes de volume et en termes de masse, comme je l'ai dit, c'est extrêmement faible. Donc, mais c'est vrai qu'en regardant un globe terrestre, on se dit « oh, mais il n'y a que de l'eau ». Et en voyant un globe terrestre du côté du Pacifique, pratiquement toute la moitié de la sphère est prise par de l'eau. Sur Mars, la pression atmosphérique est très faible. Comment se fait-il que l'eau glace ne s'évapore pas? Alors ça, c'est intéressant. La pression atmosphérique est très faible, donc si la glace peut sublimer, elle va va faire de la vapeur d'eau qui peut de nouveau se condenser ou, après quelque temps, partir dans l'atmosphère. Mais c'est vrai que ce n'est que sous forme de glace, d'ailleurs extrêmement froide, que l'eau reste. Mais on a vu dans des pentes de cratères exposées au soleil, la lumière du soleil arrive parfois à faire fondre la glace martienne et il y a des écoulements d'eau dans des régions. Un cratère proche de l'équateur, sur une pente bien exposée au soleil, il arrive parfois que l'eau s'écoule. Mais alors là, comme la question le dit, là, il y a bien des chances que l'essentiel s'évapore assez vite. Alors, il y a deux questions. Vos supports visuels sont-ils accessibles? Alors, oui, donc c'est mis sur le site. Donc, mes transparents sont sur le site. Et puis, je crois que là, il y a une autre question. Est-ce qu'il y a une cassette enregistrée? Je crois que c'est le cas. Donc, voilà, écoutez, j'en suis très heureux. Alors, qu'est-ce qu'il y aurait encore comme question ici? Ah, voilà. Pourrait-on imaginer une vie basée sur autre chose que oxygène, température, vivable, telle que nous l'entendons? Alors, je dirais la vie est basée surtout sur le carbone. C'est le carbone qui, de tous les éléments du tableau périodique, est le plus sociable. C'est lui qui arrive à faire des chaînes moléculaires très longues qui sont nécessaires, par exemple, pour porter le code génétique. On a parlé parfois du silicium, qui arrive aussi à faire des silicones, des longues chaînes. Eh bien, ça ne marche pas si bien. Le silicone a des propriétés chimiques différentes du carbone. L'oxyde de carbone, il se met en solution dans l'eau, tandis que l'oxyde de silicium, il ne le fait pas. Et ça fait des très grosses différences sur le plan chimique. Et la meilleure preuve, c'est que sur Terre, il y a beaucoup plus de silicium que de carbone. Il y a des milliers de fois plus de silicium que de carbone, et la vie a quand même choisi le chemin du carbone. Et puis dans le milieu qu'on appelle milieu interstellaire, dans les nuages de gaz et de poussière qui hantent les étoiles, on voit beaucoup de molécules, on en connaît 140 actuellement, molécules organiques, c'est-à-dire des molécules avec du carbone. Ça ne veut pas dire qu'il y a la vie, mais ça veut dire qu'on voit, même dans des conditions aussi difficiles que le milieu interstellaire, où il fait moins 260 degrés centigrades, il y a des densités très faibles, et bien même là, la chimie du carbone, elle se met en route. Donc, c'est peut-être même une des seules choses que l'on peut dire de sûr, si la vie existe ailleurs, elle sera basée sur la chimie du carbone. Autrement, ça n'ira pas très loin. Le CERN, les radiotélescopes, Hubble, la recherche ADN permettent un tracé plus rapide de notre évolution par le partage des données. Cela permettra-t-il de donner un élément de protection de notre Terre? C'est intéressant ça. Est-ce que
la diffusion de l'information favorise une prise de conscience? Je pense que oui. Il y avait un interview dans le... Il me semble que c'est dans le... Est-ce que c'était dans le journal Construire, la semaine passée ou cette semaine, de Wales, le fondateur de Wikipédia. Et donc c'est un idéaliste et je pense que son effort, c'est un effort magnifique parce qu'il n'y a pas de doute que la diffusion de l'information contribue à dissiper les malentendus. La connaissance est certainement un élément de raison et d'éviter les conflits, d'éviter les destructions, et que ça contribue indiscutablement. Je pense que des efforts comme Wikipédia contribuent certainement à la survie de notre société. Je pense que c'est tout à fait essentiel. Est-ce que la vie sans lumière est possible? Alors oui, tout à fait. Nous vivons, nous mangeons soit de la viande, soit des végétaux, et toute cette énergie qui a été utilisée pour faire cela provient de la lumière du soleil, de la photosynthèse. Mais d'ailleurs, avant, je vais prendre ça dans l'autre sens, il y a des bactéries qui, dans les geysers, comme en Islande, etc., sont en profondeur, dans le sol, il n'y a pas de lumière, etc., mais elles fonctionnent par des réactions chimiques, elles utilisent des composés soufrés, par exemple, ou des composés ferreux, des composés non oxydés en général, pour tirer de l'énergie de ça. Et c'est très intéressant parce que c'est ça qui a existé avant que la photosynthèse n'apparaisse il y a 3 milliards d'années. Les bactéries se débrouillaient pour trouver des réactions chimiques simples, pour tirer l'énergie qui les fabriquait. Et elles tiraient de l'énergie en particulier d'un élément qui s'appelle H2S, et puis la photosynthèse a simplement fait H2O, elle a remplacé le S par le O. Et c'était beaucoup plus avantageux parce que l'eau se trouve partout et ça fabriquait de l'oxygène. Mais donc la vie sans lumière est possible, mais probablement seulement au niveau des bactéries. Il est douteux qu'une vie animale ou humaine puisse fonctionner comme ça, puisse de manière naturelle fonctionner comme ça. La vie cellulaire et la structure organique du vivant peuvent-ils s'expliquer par les lois connues et les constantes physiques? Oui, alors la vision donc de l'origine de la vie, c'est qu'on a une sorte de glissement de la chimie vers la biochimie et que ça se trouve tout à fait dans la continuité de la physique et de la chimie habituelle. Il y a au siècle dernier et avant, beaucoup de gens pensaient que la vie, il y avait un souffle de vie, il y avait quelque chose de plus dans un organisme vivant. La vie, c'était la théorie dite du vitalisme. Aujourd'hui, elle n'a plus cours. Simplement, une entité vivante, que ce soit une bactérie, etc., elle va, ou un petit animal, un végétal aussi, il va chercher, il se développera d'autant mieux que le contexte est favorable. Et la loi, ce qui a gouverné tout ça, c'est la loi impitoyable de la sélection naturelle, qui est absolument sans pitié. Et donc ça, c'est l'évolution biologique, elle est déterminée par l'évolution, elle a été déterminée par l'évolution darwinienne. Et puis, dernière question. Comment voyez-vous l'avenir de notre planète au vu du rythme auquel nous la détruisons? Alors, c'est vrai que dans le virage que nous prenons, que notre société prend, il y a une tendance à sortir de la route, mais il y a aussi des efforts pour tâcher de corriger le tir. Et je pense que
On ne sait pas très bien quel va être le résultat. Il y a, dans les dernières années, quand même la protection de l'environnement, une vision plus globale sur la planète se met en place. Cette prise de conscience est intéressante et je pense justement de réaliser le caractère, comment dirais-je, comme je vais vous le montrer dans cette dernière image, ce caractère absolument unique de notre planète, parce que tout ce qu'on peut regarder dans le télescope, c'est que des surfaces comme la Lune ou des surfaces glacées ou des astres chauds. En réalisant davantage le caractère unique et extraordinaire de notre planète, eh bien, on prend un peu plus conscience de sa valeur et que ça peut contribuer à faire durer les choses plus longtemps qu'autrement. Voilà, c'est tout ce que je peux dire. Je vous remercie encore de vos questions. Merci, chers collègues, de mettre ainsi votre savoir sans limite à la disposition de notre goût sans fin de la connaissance. Et s'il y a peu d'eau sur Terre, il y a encore moins de vin, et encore moins de vin hutin. Profitez-en, il y en a un peu là-haut. Merci beaucoup. Oui, oui, c'est... Bonjour. En haut?
Lucio n'est pas là? Lucio n'est pas là?